Il y a des chants, il y a des danses. On pourrait croire à une fête, mais c'est un drame qui se déroule. Dans quelques instants, ces filles vont subir une violence inconcevable. Maman! Sans anesthésie, une matrone va leur couper le clitoris. C'est l'excision. Abyssila en a été victime à l'âge de 6 ans. Elle n'a rien oublié. Tu vas beau pleurer, vraiment, tu es excisé. Il y a une qui t'attrape là et l'autre attrape tes pieds pour qu'on puisse t'exciser. Ça fait très mal. Sogbé Touré, elle, n'avait que 9 ans quand elle a été excisée. Elle a failli y laisser la vie. Je suis restée pendant 4 mois, jusqu'à la place infectée. C'est là mon père a su maintenant il me disait chaque fois que qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? Donc je lui ai dit maintenant que je suis malade. Comme lui partait matin au travail, c'est à 16h il revenait. Donc il n'était pas beaucoup à la maison. Donc il m'a envoyé à l'hôpital maintenant. C'est là qu'il a su que c'était l'excision qu'il avait fait. Vraiment ce jour-là il était fâché. Malgré son interdiction en 1998, l'excision reste largement pratiquée en Côte d'Ivoire. Ces mutilations génitales frappent plus d'une fille sur 3. En 20 ans, ce rite n'a reculé que de 10%. La persistance de ce phénomène s'explique notamment par le poids de la tradition. Nos parents disent que cette pratique-là permettait la fidélité à la femme. Elle n'est pas excitée, elle n'est tentée à rien. Donc ça lui permettait de garder sa virginité avant d'aller au mariage. C'est la raison capitale. Si la fille elle est conservée et que quelqu'un vient d'ailleurs et qu'il s'oriente dans cette famille pour dire « j'ai besoin de cette fille pour qu'on se marie », il sait qu'il va aller avec une belle épouse qui n'a pas traîné un peu partout. L'histoire est simple. On rentre dans les bois sacrés pour étudier les leçons de la vie. Constatez avec moi qu'aujourd'hui, une fille de la rue perd son ami et puis elle se tue. Mais elle n'a pas eu le cœur préparé pour la cause. On te dit dans les bois sacrés que quand tu vas sortir, tu peux avoir un fiancé que tu aimes bien mais qui peut te laisser. S'il te laisse, ça ne doit pas faire des tollés. Gère ton cœur, gère la douleur. Il faut savoir gérer les peines de la vie pour que tu puisses te tenir dans la société. C'est ça. Toute circonstance de vie ne serait jamais plus dure que ce qu'on va t'enseigner dans les bois sacrés. Et c'est en cela qu'on va ajouter un peu ce qu'on appelle l'excision. La blessure marque l'homme à vie. Pour dire ça, c'est plus fort que toute situation de vie que tu vas rencontrer. Si tu as pu gérer avec douceur, en gardant ta langue, sans faire du bruit, alors qu'est-ce qui peut encore te marquer plus dans ta vie? Quant à celles qui échappent à l'excision, elles subissent les moqueries de leurs camarades. La pression sociale est énorme. Une fille qui n'est pas excisée, vraiment, c'était mal vu. Voilà, on t'insulte, voilà, ton clitoris on dirait escargot. Voilà, c'est long. Donc, si on veut t'insulter, chez nous, quand on fait... Voilà, ça veut dire que ton clitoris est long. Voilà, ça donne cette expression-là. Il n'y a pas que le poids de la coutume qui explique la persistance de l'excision. Certains la considèrent comme un précepte religieux, ce que dément formellement l'imam de la grande mosquée d'Abidjan. Il y a plein d'enseignements, n'est-ce pas, par rapport à la protection de la femme, par rapport au respect qu'on a pour la femme dans son entièreté. Et donc toute forme de violence est contraire à l'éthique et à la morale islamique. Quelle religion peut tolérer que la femme soit soumise à un tel drame? Il y a beaucoup de morts, il y a des filles de douleur, le cœur cède et meurt. Ces dangers de l'excision, le corps médical les connaît très bien, trop bien même. Pour les filles, il ne s'agit pas que d'un mauvais moment à passer. Si elles sortent vivantes de ce rite, elles restent marquées à vie, psychiquement et physiquement.
Il peut avoir des conséquences hémorragiques qui peuvent même emporter la femme. Ça, c'est les conséquences immédiates. À moyen terme, nous avons les conséquences qui sont liées à l'infection. L'intervention n'est pas faite dans un environnement stérile. C'est fait soit derrière, au village, on le fait derrière les maisons, soit dans une douche où l'environnement est très sale. Et là, il y a un risque d'infection dû au tétanos. Il y a un autre risque qui est très important, une septicémie, une infection qui va rester là et qui va se généraliser et qui peut entraîner le décès de la femme. À ces risques s'ajoutent de graves conséquences obstétricales. Des études ont montré que chez les femmes excisées, il y a un nombre important de césariennes. On est obligé de sortir par en haut parce qu'en bas, tout est fermé. Et au niveau de la femme, même lorsqu'elle arrive à accoucher, il y a souvent un délabrement au niveau de la vulve. Et ça peut aller même jusqu'à donner des fistules. C'est-à-dire qu'il y a une lésion qui se produit entre le vagin et le rectum. Et là, les selles vont passer au niveau de la région vaginale. Afin de lutter contre le phénomène, l'ONG AFSI a lancé un programme de sensibilisation dans 6 régions de la Côte d'Ivoire. Nous essayons, dans le cadre de ce projet, de faire en sorte que les populations puissent s'interroger, que les responsables coutumiers, les chefs coutumiers, les leaders coutumiers puissent s'interroger sur la pertinence de cette pratique aujourd'hui dans un contexte social qui est différent, n'est-ce pas, d'il y a 100 ans, d'il y a 150 ans. Aujourd'hui, est-ce qu'il est opportun de pouvoir continuer cette pratique alors même que les conséquences sont de plus en plus mises en lumière? Il faut peser le pour et le contre. Expliquer plutôt qu'imposer, une méthode douce que les leaders communautaires appellent de leur vœu. Il faut aller tout doucement, tout doucement. Ça va finir. Mais pas un coup, comme si on prend un couteau pour couper une corde. C'est pas possible. Cette approche, les agents de la fondation Djigui de l'imam Cissé Djigiba l'ont mise en pratique depuis des années, non sans mal au début. À l'époque, Konaté Nouo avait même reçu des menaces. On te dit, mais ça c'est un truc des femmes, c'est un secret des femmes. Toi, homme, tu mets ta bouche dedans, mais ils vont te faire du mal mystiquement. Sogbe Touré a elle aussi embrassé la lutte contre les mutilations génitales. Cette hostilité, elle l'a aussi vécue. Quand je rentre dans une cour, je dis non, vous êtes là pour gâter les enfants. Il y a des gens même qui crient sur moi. Je dis mais je ne suis pas venu pour ça, pour faire palabre. Je suis venu pour vous expliquer. Écoutez-moi d'abord, avant de crier. Mais les temps ont changé. Aujourd'hui, ceux qui dénoncent l'excision ne sont plus rejetés. Sous l'arbre à palabres de Niamasso, Abissila peut délivrer son message. Maman, tu aimes ta fille, ne la fais pas exciser. Parce qu'en la faisant exciser, tu peux perdre ta fille. Ta fille, elle peut ne jamais faire d'enfant. Elle peut tomber malade. Et puis elle va rester à ta charge. Vraiment, il n'y a pas d'intérêt à faire l'excision parce que ça ne nous apporte rien. Ça ne nous apporte que des dégâts. Tabou il y a quelques années encore, ces campagnes de lutte contre l'excision n'éveillent plus l'hostilité. Aujourd'hui, nous avons des communautés dans lesquelles, il y a 10 ans ou 15 ans, nous ne pouvions pas aller parler de la tolérance zéro. Mais aujourd'hui, nous sentons que ces communautés sont partie prenante du processus. Donc nous avons conscience qu'il y a des progrès qui sont enregistrés. Les communautés elles-mêmes, spontanément, commencent à abandonner la pratique. Vous savez, la vérité réussit à se frayer chemin dans un esprit raisonnable. Nous avons discuté avec certaines exciseuses qui elles-mêmes, volontairement, ont dit non, on ne peut pas continuer une telle pratique. On ne peut pas être la cause de la mort de certaines personnes. Nous, on est religieux aussi, on pratique. Et on ne savait pas qu'il y avait telle conséquence, qui ont abandonné sans qu'on leur donne de l'argent et qui sont devenus des agents de sensibilisation. C'est ça, n'est-ce pas, la vraie lutte. La lutte contre l'ignorance. Mais informer ne saurait suffire. La justice doit aussi jouer son rôle. Pour l'avocate Françoise Kodjio-Fumu,
Une campagne contre l'excision ne saurait pourtant atteindre son but sans répression. Moi, ma position, c'est que les lois qui sont prises là soient diffusées, vulgarisées, et qu'on prenne ces lois, qu'on passe dans tous les hameaux pour dire aux uns aux autres, leur expliquer les séquelles, les conséquences néfastes sur la santé et sur même la vie. Et pendant qu'on fait cette sensibilisation, on vulgarise les lois, les dispositions de la loi. Je veux dire, ces populations, dans leur tête, ils ne se disent pas qu'ils sont en train de commettre une infraction pendant qu'ils font l'excision. La loi est pourtant claire. En cas d'excision, les proches de la victime peuvent être tenus pour responsables jusqu'au 4e degré. Le père, la mère, la famille, même le voisin est condamnable. Hein? Donc cette loi est tout à fait complète et il nous faut l'appliquer dans toute sa rigueur. Tout est ficelé pour que, si vous êtes dans une maison, vous vivez avec la personne, vous savez que son enfant va être excisé, et puis vous n'informez pas la police ou bien vous ne dénoncez pas ça à quelqu'un qui peut saisir la justice, mais vous serez puni. Et cette rigueur de la loi, moi, ça me plaît. Ça me plaît parce que je ne peux pas comprendre qu'on persiste à mutiler les petits-enfants. Députée à Yopougon, Nassalatou Diaby, elle, préconise de mettre à disposition des victimes potentielles un numéro de secours. En Europe, il y a des numéros verts depuis la maternelle où l'enfant connaît ses droits. Pourquoi ne pas créer une ligne verte? Dis à la petite fille, si tu sens que tu es menacé, on doit t'exciser, appelle à ce numéro-là. Les conséquences de la mutilation génitale. Les conséquences sont fatales. L'Union européenne soutient cette lutte contre l'excision. Son ambassadeur en Côte d'Ivoire en est convaincu. Pour changer les traditions, il faut mener des campagnes de sensibilisation dans chaque village et surtout dans la durée. Une fille peut devenir une femme sans avoir peut-être subi d'une excision et sans être touchée dans son intégrité physique. Et c'est ça qu'on essaie de faire. C'est-à-dire, nous, on essaie, via des ONG, sensibiliser les chefs du village, les leaders locaux, les parents, d'une manière qu'ils comprennent que ce n'est pas une pratique religieuse, qu'il n'y a pas d'indication médicale, et c'est purement une tradition qu'on peut aussi changer. Je comprends qu'il y a des traditions, mais je crois qu'il faut sensibiliser des gens que le prix qu'on paye pour une telle tradition est énorme. Et c'est souvent les parents qui sont prêts à payer ces prix pour leurs propres enfants. Donc, c'est ça que je crois, ce qu'on essaye de faire en sensibilisant les gens dans les différents villages et villes. Si on veut vraiment un peu lutter contre la mutilation génitale féminine, je dirais, respectons tous l'intégrité physique des filles comme elle était créée. Les mentalités évoluent lentement, mais le travail de sensibilisation commence à porter ses fruits. En Côte d'Ivoire, 20 ans après son interdiction, l'excision ne se fait plus au grand jour. Abyssila n'a pas encore gagné la guerre, mais elle a déjà remporté de nombreuses batailles. Plus jamais d'excision ici, c'est ça? Ah, on s'applaudit. Bravo, là, je suis contente. you.